24 heures, c'est le délai que quelques candidats à l'élection présidentielle donnent à la CENI et au gouvernement pour ouvrir la liste électorale. D'autre part, ils exigent également des règles strictes pour contrôler les agissements des candidats au cours de l'élection afin de garantir la transparence de cette descente aux urnes. Une poursuite judiciaire et une application de sanctions à l'encontre des responsables de la fabrication des permis de conduire et des cartes grises biométriques invalides devraient être faits. C'est ce qu'ont déclaré un magistrat et un analyste interrogés sur le sujet. En Indonésie, les secours toujours à la recherche de survivants. 6 jours après le séisme et le tsunami, le nombre de morts atteint les 1500. Les survivants manquent de tout. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, 24 heures, c'est le délai que quelques candidats à l'élection présidentielle donnent à la CENI et au gouvernement pour ouvrir la liste électorale. D'autre part, ils exigent également des règles strictes pour contrôler les agissements des candidats au cours de l'élection afin de garantir la transparence de cette descente aux urnes. Reportage. Au vu des anomalies décelées à la suite de l'audit mené par l'Organisation internationale de la francophonie à Madagascar sur le processus électoral, notamment sur la liste électorale, au mois de juillet dernier, certains candidats réclament la réouverture de la liste électorale et la publication de la liste des nouveaux bureaux de vote. Ils ont également exigé la mise en place d'un règlement pour régir les agissements des candidats au cours de cette élection. D'après ces candidats, l'élaboration de cette charte de bonne conduite ne doit pas se faire de manière précipitée afin de garantir la transparence de l'élection présidentielle. Nous demandons que la charte de bonne conduite soit transformée en loi et qu'une sanction soit appliquée contre ceux qui violeront cette loi, parce que cette charte devient un piège. Elle est uniquement prévue pour maintenir la paix alors qu'il y a des anomalies constatées dans la liste électorale et ce document stipule qu'il est interdit de toucher à cette liste et pourtant, nous sommes étonnés de constater que certains y apportent des modifications. Ce sont les anomalies notées suite à l'audit effectué par l'OIF entre le 21 et le 25 juillet dernier qui a poussé une partie des candidats à réclamer une nouvelle mise à jour de la liste électorale. L'augmentation considérable du nombre de bureaux de vote et du nombre d'électeurs dans les secteurs reculés et difficiles d'accès ont tiqué ces candidats. D'après l'opinion publique, ces remarques sont pertinentes. Toutefois, actuellement, l'heure n'est plus au calcul et manœuvre pour ajourner ou perturber la tenue de cette élection. Une poursuite judiciaire et une application de sanctions à l'encontre des responsables de la fabrication des permis de conduire et des cartes grises biométriques invalides devraient être faits. C'est ce qu'ont déclaré un magistrat et un analyste interrogés sur le sujet. Reportage de Feizou Rafali. D'après un magistrat, une plainte devrait être déposée contre les réfractaires à l'origine du permis biométrique et des cartes grises. Une enquête devrait être ouverte afin de pouvoir sanctionner les responsables de la production de ces pièces, mais également les responsables de la cession de ce marché à l'entreprise Cetis, cette dernière qui a reconnu la défaillance de ces imprimés. Ceux à l'origine de ce problème sont coupables d'escroquerie, de tromperie envers le peuple et devraient être poursuivis comme le veulent les termes de la loi. Les mesures prises ne devraient pas se limiter à des renouvellements gratuits de ces pièces. Une poursuite judiciaire doit être faite. Le Premier ministre, le ministère concerné, qui a reconnu l'invalidité de ces pièces, devrait déclencher une nouvelle procédure auprès du parquet. Puisque les faits sont prouvés, ces cartes ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Pour un sociologue, il s'agit d'une escroquerie dont le peuple a été victime, un acte qui ne devrait pas rester impuni. Ny zava-misy koa dia zao victime foana
La population est toujours la victime et pour cela je blâme l'État. Je demande à ce que tous les responsables impliqués dans cette affaire de carte biométrique soient sanctionnés. Pour l'instant, le nombre de personnes qui ont déjà remplacé leur carte grise et leur permis de conduire en biométrique n'a pas encore été publié. D'après les informations fournies par le centre d'immatriculation, si 600 000 personnes ont déjà renouvelé leur permis de conduire pour la version biométrique auparavant, cela a rapporté 22 milliards 800 millions d'ariars. Toutefois, aucun rapport concernant le montant réel perçu n'a encore été publié, une affaire que les citoyens n'ont pas manqué de critiquer, dénonçant une escroquerie, des affaires de corruption de haut niveau et autres. Au minimum, 2 candidats à la prochaine élection présidentielle sont impliqués dans cette affaire, l'un d'entre eux étant à l'origine de l'obtention du marché par l'entreprise Cetis et détient des actions dans cette société. Un laisser-aller en matière de gestion des finances a surtout été constaté au niveau de la JIRAMA et du ministère de l'Éducation nationale. D'après un rapport publié par la Cour des comptes, les déficits s'élèveraient à plusieurs milliards d'ariars. Reportage d'Henri Florian. Au cours du régime HVM, diverses anomalies ont été constatées en matière de gestion des finances publiques, notamment au cours de l'année 2015-2016. D'après les rapports publiés par la Cour des comptes ce jour, pour ces 2 dernières années, des anomalies ont été notées principalement au sein de 2 entités publiques. Il s'agit notamment d'une part de la JIRAMA qui a accumulé un déficit de 82 milliards d'ariars en 2010, un montant qui est passé à 300 milliards d'ariars en 2015, soit une hausse de 265%. D'autre part, au sein du ministère de l'Éducation nationale, les comptes ne sont également pas clairs. En 2011, un détournement de 17 millions d'ariars a été constaté dans le budget destiné à l'achat de fournitures. Le rapport publié aujourd'hui a porté sur plusieurs points. Ce rapport porte sur les infractions et les problèmes en matière de gestion des finances publiques. Les institutions, mais également les entreprises publiques sont concernées. Ce rapport a été fait pour rendre des comptes au peuple des dépenses publiques. C'est leur droit, comme le dispose la loi. Il a également été effectué pour garantir la transparence et pour faire preuve de redevabilité envers les citoyens. La Cour des comptes n'est pas en mesure de sanctionner les responsables de détournement de deniers publics. Elle a pour rôle de transférer ces cas à la Cour de discipline budgétaire et financière ou la juridiction compétente d'après les explications d'un membre de cette juridiction. Nous ne pouvons pas prononcer des sanctions directes, des peines d'emprisonnement, mais si au cours du contrôle que nous effectuons, nous constatons des infractions à connotation pénale, nous transférons le dossier à la juridiction compétente. Les citoyens ont le droit de connaître l'usage des fonds publics, raison pour laquelle, aujourd'hui, la Cour des comptes a publié officiellement le rapport public 2016-2017. Ces déficits sont une perte considérable pour l'État malgache et reflètent le fait que ce régime n'a pas réussi à contrôler la gestion des finances publiques au cours de ces dernières années, favorisant ainsi les détournements de deniers publics. Mais également dans l'actualité de ce jour, la distribution des cartes de presse professionnelles a débuté ce jour. 1145 journalistes en ont bénéficié. D'après la déclaration du ministre de la Communication et de l'Ordre des journalistes, de nouvelles dispositions ont été mises en place afin de permettre de soumettre une demande pour l'obtention de cartes de presse tout au long de l'année, que ce soit pour les journalistes ou les entreprises de communication. Et pour rappel, cette pièce est valable pour 4 ans et d'une importance considérable, surtout en cette veille d'élection. Et d'autre part, de nombreuses dispositions ont été prises pour éviter toute falsification. Et avant de passer aux actualités internationales, jusqu'à ce jour, plus de 300 verbalisations ont été délivrées en matière de remblai illicite dans la commune urbaine d'Antananarivo et une majeure partie de ces affaires vont être présentées au tribunal d'après le ministère de l'Aménagement du Territoire. Reportage de Gaëtan Anguinsav. Le remblayage de la zone de recasement 6 à Ankourjan, qui est un terrain non cessible et non constructible à cause de l'usage qui lui a été attribué, a dernièrement été source de polémique. Selon un responsable au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire, outre cette affaire, 300 cas de verbalisation pour remblai illicite ont été délivrés et pourtant, beaucoup poursuivent les travaux de remblai, situation qui va amener à des sanctions et des poursuites judiciaires d'après les explications. Vonikasika ilay fanotorana ny polisy ny aménagement dia efa mandeha foana
La police d'aménagement mène ses enquêtes. En matière de remblai illicite, 300 verbalisations ont déjà été délivrées, mais c'est encore difficile. Nous nous plaignons par exemple des commerçants dans les rues. Nous disons que les jeunes ont besoin de travail, mais le dire ne suffit pas, il faut agir. Et pour cela, il faut une collaboration avec le secteur privé. Et la création d'entreprises au niveau du secteur privé nécessite des constructions, des travaux de remblai. Voyez-vous, tout cela va former un cercle vicieux si aucune solution globale n'est mise en place. Malgré cela, aucune mesure stricte n'a encore été prise par les responsables concernant l'affaire de la zone de recasement d'un Kourjan. Jusqu'ici, seuls les habitants des environs ont exprimé leur désapprobation par rapport aux travaux qui y sont effectués par le biais d'une manifestation. La demande de la population est pourtant simple, une sanction à l'encontre des réfractaires et un arrêt des travaux de remblai afin de préserver cette zone de recasement et respecter l'usage initial de ce terrain. La suite de cette affaire est fortement attendue. Et place maintenant aux actualités internationales. En Indonésie, les secours toujours à la recherche de survivants. 6 jours après le séisme et le tsunami, le nombre de morts atteint les 1500 et les survivants manquent de tout. Reportage de France 24. Ils sont des centaines à s'amasser sous une chaleur écrasante pendant des heures devant ces grilles ébarbelées. C'est ce qui les sépare du tarmac de l'aéroport de Palu et donc d'un avion pour quitter la ville. Les militaires tentent de contenir la foule désespérée. Les places sont chères. Il ne reste rien de ma maison. Je ne peux plus vivre ici. Je me sens dévastée. Je suis encore sous le choc et mon enfant est malade. Des survivants qui ne veulent qu'une chose, laisser ce chaos derrière eux. Les blessés tentent de se frayer un chemin et les enfants, eux, de rester accrochés à leurs parents. Pour ceux qui ont des bagages, laissez-les derrière vous. Seulement l'essentiel. Même le peu qu'il leur reste, ils doivent le laisser pour embarquer à bord d'un vol militaire. Les hommes resteront derrière, car les plus vulnérables sont prioritaires. Nour a finalement pu passer. Je ne suis pas vraiment soulagée, car mon autre fils est resté de l'autre côté. Un cauchemar qui semble sans fin pour ces familles. Toutes ont une histoire ici. Cet homme est sans nouvelles d'un proche depuis le tsunami. Ta sœur s'est noyée ou elle a été ensevelie dans la boue? Je sais pas. On essaye de leur donner un peu de soutien et on se concentre sur l'évacuation de tout le monde. Plus de 2000 soldats sont arrivés en renfort dans la région. Pour ce groupe, l'heure du départ a enfin sonné dans un avion cargo où ils seront entassés avec les cercueils. Selon les Nations Unies, près de 200 000 personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire d'urgence dans la région, parmi lesquelles un quart d'enfants. Et retour à la case départ pour le président péruvien. La Cour suprême a ordonné son arrestation immédiate malgré les protestations de sa famille. Reportage. Dans cette ambulance, en direction d'une clinique de Lima, Alberto Fujimori. L'ancien président du Pérou de 80 ans est hospitalisé quelques heures après l'annulation de sa grâce présidentielle accordée pour raison de santé par l'actuel président Pedro Pablo Kuczynski fin 2017. L'un de ses fils qui l'accompagne ne comprend pas la décision de la Cour suprême péruvienne. Je suis dévasté, détruit par la nouvelle. Mon père est sous traitement médical. Il est suivi par les docteurs en permanence. Devant la maison d'Alberto Fujimori, des manifestants se sont rassemblés pour soutenir l'ancien président péruvien. Nous allons faire tout notre possible, tout ce que la démocratie permet de faire. Nous allons empêcher, avec nos vies s'il le faut, qu'Alberto Fujimori retourne un jour en prison. Mercredi, la justice péruvienne a annulé la grâce présidentielle suite à un recours des familles des victimes du gouvernement Fujimori au pouvoir entre 1990 et 2000. Aujourd'hui, justice a été rendue.
Ce que nous demandons, c'est que cette nouvelle décision de justice péruvienne soit vraiment respectée. Alberto Fujimori avait été condamné à 25 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité. De nouveau face à la justice, l'ex-homme fort du Pérou va peut-être devoir purger 14 ans de sa peine. Son avocat va faire appel. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. 24 heures, c'est le délai que quelques candidats à l'élection présidentielle donnent à la CENI et au gouvernement pour rouvrir la liste électorale. Et d'autre part, ils exigent également des règles strictes pour contrôler les agissements des candidats au cours de l'élection afin de garantir la transparence de cette descente aux urnes. Et une poursuite judiciaire et une application de sanctions à l'encontre des responsables de la fabrication des permis de conduire et des cartes grises biométriques invalides devraient être faits. C'est ce qu'ont déclaré un magistrat et un analyste interrogé sur le sujet. Et en Indonésie, les secours toujours à la recherche de survivants. 6 jours après le séisme et le tsunami, le nombre de morts atteint les 1500 et les survivants manquent de tout. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.